Christian Vidal, justement, qu'on réfléchisse sur la question de comment les gens doivent recevoir ce que nous disons, ce que nous annonçons. Et on est en train de discuter de savoir si on annonce des événements qui vont réellement avoir lieu, ce qui est une position possible, ou si on annonce essentiellement des choses qui pourraient se produire. Par exemple, si on prend l'exemple de votre double activité, les mains vont peut-être nous dire plutôt des probabilités et les cartes vont nous dire si ça se réalise ou pas, quelque part. Je veux dire, si ça va aboutir ou si finalement cette probabilité, au fond, bon, bah, ça pouvait se produire, mais au fond, on n'était pas certain, mais les cartes vont nous dire, bah oui, finalement, c'est comme si dans les cartes, dans la main, vous êtes un peu en avance sur les choses, et les cartes nous parlent de choses qui ont déjà eu lieu en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on sait déjà que c'est comme si on lisait le journal du lendemain. C'est ça, je comprends. En réalité, en ce qui me concerne moi, dans mon activité et ma profession, les cartes donnent un plus en quelque sorte, permettent de préciser un peu oui. la probabilité que j'ai déjà au préalable indiquée avec les mains. Oui, c'est exactement ça que je veux voir. Donc effectivement, je comprends que vous ayez besoin. Moi, par exemple, si j'étais logique aussi moi-même, je dirais voilà, bon, astrologiquement, il y a des risques. Maintenant, si je veux vraiment savoir comment ça va aboutir, je vais peut-être utiliser en effet le tarot. Par exemple. Parce que le tarot, lui, il nous parle de quelque chose. On peut presque dire qu'on se projette dans l'avenir en quelque sorte. On sait comme si c'était déjà arrivé, donc quelque part, non, comme si on était déjà là après l'événement. Oui, en quelque sorte. En quelque sorte. Bon, très bien. Écoutez, voilà. Donc, vous donnez aussi des cours de chiromancie. De chiromancie, absolument. Je dois reconnaître d'ailleurs que, en toute humilité, il n'y a guère de chiromanciens en France de nos jours, et je crois, avec simplement une étude brève d'Internet, que je suis un des seuls actuellement. Alors que pourtant, la chiromancie, définitivement, elle remplit allègrement les rayons des librairies spécialisées, qui a une foultitude de livres et d'ouvrages, et beaucoup de gens écrivent, et beaucoup de gens se prétendent chiromanciens, mais des chiromanciens en exercice actuellement, qui ont un cabinet spécialisé là-dedans, je crois franchement qu'ils sont des seuls. Mais alors, à votre avis, qu'est-ce qui motive les gens qui veulent devenir chiromanciens, à votre avis? Vous les avez rencontrés? Alors, deux questions. Pourquoi on veut apprendre la chiromancie et pourquoi on va aller voir un chiromancien et pas quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une image particulière de cette profession c'est révélateur d'un certain mode de fonctionnement des gens qui viennent nous voir? Les chiromanciens sont souvent approchés par des personnes qui ont une certaine foi, une vraie foi, qui pensent que une foi en ce qui va être dit par le chiromancien. Autant les personnes vont voir les tarologues en y croyant, mais en y croyant qu'à demi-mot, autant le chiromancien, du fait qu'il étudie une matière bien vivante, bien réelle, bien concrète, votre main et pas celle du facteur, n'est-ce pas, fait que cette science, quelque part, a un côté plus réel ou plus réaliste, sans faire offense aucunement aux tarologues, qui sont mes amis par ailleurs, et que je pratique le tarot. N'est-ce pas? Donc il y a une aura un peu particulière auprès de la chiromancie. Alors la chiromancie est vraiment un instrument extraordinaire de gestion finalement de notre vie. Ça nous permet de connaître notre propre psychologie dans une certaine mesure, car on sait qu'évidemment le cordonnier est toujours assez mal chaussé et qu'on a une vue finalement assez subjective de nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais globalement, ça permet de nous connaître mieux et sans aucun doute de connaître beaucoup d'arcanes cachés de la personnalité humaine. Alors, dernière question, comment est-on arrivé à décrypter la main, à déterminer pourquoi telle ligne est la ligne de vie, une autre ligne de tête, ligne de cœur? Est-ce que ça pourrait pas être l'inverse? Enfin, je sais pas, une question un peu idiote, mais... Non, mais eh bien, je vais vous répondre en vous citant l'exemple du grand professeur Adolphe Desbarolles. Oui, Desbarolles, oui. Qui est le grand chiromancien français moderne du 19e siècle, contemporain de Jules Verne, n'est-ce pas? Qui avait son bureau dans le haut du
boulevard Saint-Michel, à Paris, juste en face. À Port-Royal, un peu. Absolument, en face du Jardin de Luxembourg. Et de la closerie, c'est ça. Et de la closerie des Lilas, absolument. Oui. Et ce grand professeur Desbarolles, qui a fait, après de nombreux émules, notamment anglo-saxons, n'est-ce pas, eh bien, il fonctionnait tout simplement par la méthode statistique, qui est une méthode infiniment moderne. C'est-à-dire qu'il a pris son temps, il a reçu des centaines et des milliers de personnes dans son cabinet, il a pris des notes, et il a constaté que telle personne qui avait une croix, par exemple ici sur la main, n'est-ce pas, eh bien, avait telle caractéristique dans leur vie, et il en a tiré des conclusions. Ah, d'accord. Donc, si vous avez une croix, par exemple, ici, cela voudrait dire que probablement vous êtes comme cela. Et si vous avez, en revanche, une ligne qui va comme ceci, eh bien, également, vous pourrez avoir telle ou telle caractéristique de vie. Donc, il y a un fondateur. Oui, dans la chiromancie moderne, définitivement. Le professeur Desbarolles est considéré comme quelque peu dépassé aujourd'hui, mais néanmoins, je pense que ces travaux sont fondamentaux pour la chiromancie moderne. Mais excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il a introduit? C'est lui qui a introduit la notion de ligne de vie ou ligne de cœur, ou est-ce que c'était déjà dans la tradition Ces traditions-là existent depuis des temps immémoriaux, mais on dirait qu'il a eu le grand mérite de les codifier, en quelque sorte. D'accord. De les codifier. De mettre sous forme de traités bien cadrés, en quelque sorte, des connaissances millénaires. À moins qu'il n'ait été... il ait profité d'une révélation. Ça. Non, parce que ces savoirs-là, on se demande comment ils ont pu... On nous explique effectivement qu'on a fait un effort, on a remarqué, etc. Mais il peut y avoir aussi... vous ne croyez pas vous-même aux influences des esprits, aux influences des guides pour nous orienter dans nos connaissances, etc. Nous avons définitivement, ça c'est ma conviction, selon les écritures de l'Inde qui sont personnellement ma Bible, si je puis dire, et qui sont ma connaissance à moi, selon les écritures de l'Inde, il est dit que nous avons l'âme qui se trouve dans notre cœur, nous sommes une âme spirituelle, et qu'indépendamment de cette âme spirituelle qui est nous-mêmes, en réalité, à l'intérieur du cœur, il y a une autre âme, qui est l'âme divine, qui nous inspire, qui est ce que les chrétiens appellent l'ange gardien, ou ce que l'on peut appeler comme l'inspiration. Peut-être que la chiromancie nouvelle est également née de ce genre d'inspiration. Parce que quand vous nous dites, c'est pas facile d'arriver à codifier aussi clairement ce savoir. Desbarolles lui-même était très très influencé ou était très appréciatif de la philosophie de la Kabbale. Ah oui. Oui. Est-ce qu'on retrouve dans la Kabbale parce que finalement, le fait qu'il ait distingué ligne de vie, ligne de tête, ligne de cœur, etc., c'est déjà des catégories. Et ces catégories, il les a peut-être trouvées quelque part. Ça, j'avoue que je l'ignore. Mais en tout cas, les livres d'Adolphe Adrien Desbarolles sont effectivement complètement inspirés et avec de nombreuses références par rapport à la Kabbale. D'accord. Bon, c'est une recherche vous avez vu qu'il n'y a pas de rapport évident entre les deux. Enfin, non, pour moi, il n'y a pas de rapport évident. Il avait une lecture de cette littérature. Absolument. Bien, merci beaucoup, Christian Vidal. Écoutez. Vous avez